Le score. Le score. Je devais créer et comprendre que nous aurions un entretien tête-à-tête. 18h30, 20h sur Radio Nova. Bon, à mon tour maintenant. On a écouté vos classiques, on va écouter les miens. Avec Charline Roux. Bienvenue dans le score sur Nova. Comme chaque jour, de la musique soigneusement choisie pour une invitée qui, en l'occurrence, me passionne. Alors attention, je manipule le mot avec précaution. J'entends par passion ce qui, dans une œuvre, est le signe de la sensibilité, de l'enthousiasme de l'artiste et non souffrance ou affectivité violente qui nuit au jugement. Elle n'a en aucun cas obscurci le mien, elle l'a éclairé, le propre du dialogue, puisqu'en lisant son dernier ouvrage, j'ai eu l'impression d'en entamer un. Ses précédents m'avaient happé, Une fièvre impossible à négocier, La petite communiste qui ne souriait jamais, Merci Mary Patty, Chaviré, quand tu écouteras cette chanson. Celui qui l'amène aujourd'hui aussi avec ce drôle d'effet secondaire. J'ai l'habitude de corner les pages des livres à chaque fois que je veux me rappeler d'un passage. Et ben cette fois, c'est plus un livre que j'ai entre les mains, mais littéralement un accordéon, tant j'ai compulsivement plié ce livre. C'est Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock. Bonjour Lola Lafont. Bonjour. Merci beaucoup de venir dans ce studio et désolée pour la maltraitance de l'objet. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave de... J'ai essayé de le remettre bien, personne ne le voit, mais j'adore. Bon, voilà, moi, j'aime beaucoup. J'aime bien les post-it aussi dans les livres. Alors moi, j'avoue, c'est très bizarre. J'ai du mal à mettre des choses à l'intérieur. Je préfère plier, éventuellement faire des petits traits, mais bon, celui-là, je l'ai particulièrement maltraité. Il y avait plein de choses dont je voulais me souvenir. Voilà. C'est très bien. Tu participes aussi au Festival de littérature contemporaine Effraction, à l'initiative de la Bibliothèque publique d'information. Ce sera du 12 au 16 février dans plusieurs lieux culturels parisiens, le Centre Pompidou, le Centre Wallonie-Bruxelles, la Médiathèque Françoise Sagan, la Maison de la Poésie et à la BPI. C'est en partenariat avec Nova. J'entame directement cette émission par la question rituelle. Quelle place occupe la musique dans ton quotidien ? Intermittente. Jamais quand j'écris. Ouais. Là, vraiment pas possible. Et toute la soirée, tout le temps. Et même, je la laisse allumer quand je vais me coucher, avec un petit slip, le petit truc où ça s'éteint tout seul au bout d'un moment. Donc vraiment, très très longue plage. Oui, donc fonction soirée, vraiment. Ah oui, soirée, je Shazam comme une malade. Je Shazam énormément. Ouais. Oui. Fonction du coup, découverte, rester à l'écoute. Bizarrement, je suis pas très très fan de réécouter des choses que j'ai beaucoup aimées. Ah oui ? Oui, parce que ça peut parfois te replonger dans le moment où tu l'aimais, et parfois ça peut être très 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 nostalgique, très je sais pas, ça ramène toute l'ambiance, les gens qui sont plus là, les gens qu'on a aimés ou pas. Et alors moi j'aime bien découvrir. Alors, il y a une question que j'aime bien poser ici, parce que ça situe deux philosophies de vie, je trouve. Quand tu vas mal, tu es du genre à écouter de la musique pour te remonter le moral, ou écouter de la musique qui, au contraire, te fait vraiment très très vite toucher le fond pour mieux rebondir ? Je pense que j'aime bien toucher le fond, un peu pleurer sur des chansons que j'aime bien, et tout de suite après, Sean Paul. Ok. C'est un peu ça. Je vois très bien. Barbara, Sean Paul. Vraiment une diagonale tout à fait rapide. Très bien. Premier titre choisi pour cette émission, il est signé Zao de Sagazan. On écoute Au travers. Le score sur Radio Nova. Zao de Sagazan sur Nova. Au travers, toujours en compagnie de Lola Lafont, on parle aujourd'hui de Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock. C'est un livre qui est né d'une série de textes écrits pour Libération depuis janvier 2023, si je ne m'abuse. Série à laquelle s'est ajouté d'autres textes personnels et post-scriptum présentés dans le livre en italique. Est-ce qu'on peut parler à la fois d'un carnet d'actualité et d'actualité perso, intime ? Oui, c'est ça. J'ai eu envie de faire que ça soit un vrai récit, en fait, que ça soit quelque chose qui puisse se lire à la fois vraiment comme un récit, qui parle de ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, nous, ici, en fait, pendant 2 ans, mais aussi de ce qu'on traverse chacun et chacune, et qui est à la fois extrêmement intime et extrêmement banal. C'est tout ce qu'on se partage, c'est l'amitié, vieillir... aimer, perdre quelqu'un, retrouver un autre ou une autre, etc. Et ces textes-là sont en italique parce que j'avais envie de... si les textes qui s'occupent de l'actualité, comme on dit, c'est-à-dire de ce qu'on a traversé pendant 2 ans, ils sont vraiment septembre, octobre, novembre, il y a une temporalité mensuelle très claire. Les autres, ce sont des saisons, parce que les saisons, elles n'ont pas d'époque. Quand on te dit été ou printemps,
tu penses pas forcément à celui d'avant, celui qui vient, c'est un truc général. Le printemps, ça t'évoque quelque chose. Parfois, c'est une humeur. Donc voilà, tous les textes en italique sont liés à nos saisons, en fait. Mais je le redis, moi j'ai vraiment eu l'impression, et c'est assez rare en tant que lectrice, d'entamer une conversation avec mais quelqu'un. ça, c'est bien, c'est ce que je voulais. Non, mais c'est-à-dire qu'à chaque moment, je me disais oui, et alors, mais en argumentant toute seule quasi, mais il y a quelque chose de l'ordre de ça éveille quelque chose en tout cas. Mais c'est vraiment important en ce moment pour moi, cette notion de conversation, parce que plus que jamais, et alors tous les jours, je me rends compte combien on a perdu ce truc de converser, c'est-à-dire que on se parle, mais on fait 2 monologues. On échange 2 monologues, le sien et celui de la personne en face, et on rentre de ce genre d'échange en étant assuré qu'on ne bougera pas. Ce qui ne donne rien, et c'est hyper frustrant. Et là, j'avais envie effectivement de retourner à la conversation, et puis à élargir la liberté du lecteur, en fait, j'ai envie de dire, et la mienne, du coup. À faire en sorte qu'on ait plus d'espace, parce que je trouve qu'on en manque beaucoup, là. Ce titre, il n'a jamais été trop tard. J'ai envie d'ajouter évidemment point d'interrogation. Ouais. On y met quoi et pourquoi le passé et pas le présent sur ce titre ? Parce que moi j'aime beaucoup ce qui est inscrit sur les murs. Je l'ai vu en anglais, en fait, dans une rue de Paris, en tout petit. It was never too late. J'ai trouvé ça très beau de le mettre au passé. C'est quelque chose qui est en rapport avec le concept de responsabilité individuelle et collective, c'est-à-dire que effectivement, ça a l'air d'une évidence, mais tant qu'on n'est pas mort, il n'a jamais été trop tard pour... Et puis on peut compléter la phrase, c'est à la fois énorme et c'est à la fois terrible, parce que on a des choses entre nos mains. Et s'il y a quelque chose que j'essaye de repousser de toutes mes forces, c'est la fatalité et c'est le catastrophisme, parce que j'ai l'impression que c'est un luxe qu'on peut pas trop se permettre. D'être désespéré. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un écho direct avec l'un des post-scriptum présents dans le livre, qui est « Devient-on adulte, celle qui aurait pu nous sauver de notre adolescence ?» Oui, c'est quelque chose qui me... Je dirais pas qui me taraude, mais qui m'interroge. C'est un passage qui raconte ou qui parle de l'anorexie, dont j'ai été atteinte vers 14-15 ans, en fait, et de cette solitude absolue dont font l'expérience surtout les femmes, parce que l'anorexie touche surtout les jeunes femmes, les femmes. Et je me suis dit, effectivement, est-ce que c'est pas ça la réponse qu'on apporte quand il n'y en a pas eu d'autres ? C'est qu'on devient adulte, la personne qu'on n'a pas rencontrée, on essaye de devenir celle qui nous aurait sauvés. Les 2 années qui viennent de s'écouler donnent naissance sous ta plume à des textes préoccupés. L'inquiétude, est-ce que c'est une paralysie ou un moteur ? En d'autres termes, est-ce qu'il faut s'en débarrasser ? Alors c'est drôle parce que quand j'ai commencé à travailler sur l'inquiétude, j'ai tapé le mot dans Google et je vois que plein de thérapies proposent de s'en débarrasser. Et moi je pense que je pense qu'il faut la cultiver parce qu'on ne peut pas s'en débarrasser. Et peut-être que je dis ça parce que j'en souffre. Je suis très inquiète. Mais je pense que c'est intéressant de revenir toujours aux définitions, aux étymologies. Et que là, pour le coup, le fait que ça soit l'état de celui ou de celle qui est en mouvement, moi, je pense qu'il faut rester attentif à cette idée de respiration et du fait que, évidemment, qu'on est inquiet. Si on ne l'est pas, il y a vraiment quelque chose qui est abîmé. Donc, être inquiet ne veut pas dire qu'on soit immobile, bien au contraire, dans la définition. Et l'idée, c'est ce qu'on en fait, surtout. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on fabrique avec l'inquiétude. Et on peut fabriquer, évidemment, énormément de choses en étant inquiet. On poursuit la conversation dans un instant. On écoutera également Blondie avec Rapture. Ce sera juste après la pub. Le score sur Radio Nova. Nova. Blondie sur Nova avec Rapture. Un titre choisi pour Lola Lafont. Je le dis, voilà. Oui. C'est cadeau. Elle a vraiment fait partie des femmes importantes pour moi, Deborah Harry. Oui. Parce que il y avait quelque chose elle était à la fois évidemment très sexy et en même temps on sentait vraiment qu'elle dirigeait, qu'elle menait la baraque à un moment où j'avais l'impression qu'il fallait choisir entre les deux, c'est-à-dire que comme si une certaine féminité assumée me décrédibilisait totalement. Et elle faisait partie de celles qui arrivaient à faire une sorte de mélange avec aussi une morgue incroyable. On dirait à la fois qu'elle s'en fout de tout
Et en même temps, évidemment, tout est très, très, très précis dans sa Et musique. elle est très impliquée, Et évidemment. On parle aujourd'hui d'Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock, je le rappelle. Le livre s'ouvre sur un texte perso, dans la catégorie des textes personnels. Tu racontes l'histoire de ce petit papier retrouvé sur lequel ton père avait écrit la phrase suivante: « Veille à garder la bonne distance avec ce que tu traverseras, à retenir l'horizon comme une leçon toujours en cours. » Et je me suis demandé, de fait, quelle place avait l'affect dans les récits que tu fais? Très, très grande. Parce que finalement, moi, j'ai l'impression, mais dans les romans, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Que si ça me coûte pas quelque chose d'écrire, je vois pas pourquoi j'encombrerais les libraires. Il y a vraiment quelque chose de... Moi, j'ai l'impression qu'il faut écrire, en général, ce qui hante. Que c'est à partir de ce qui nous hante qu'on on peut accéder à quelque chose qui va peut-être trouver un écho et renvoyer un écho. Donc... bien sûr, l'affect partout. Je précise d'ailleurs que Regarder le monde à juste distance, c'est le thème de la rencontre qui est organisée dans le cadre du festival Effraction. Le 12 février, ce sera au Centre Wallonie-Bruxelles. Le livre nous engage aussi à nous interroger sur les mots, ce qu'on fait des mots qu'on n'écrit pas, d'un côté, mais aussi sur ceux qui ont été vidés de leur sens ou déguisés, comme tu le dis, par exemple, de mai 2023 et ses dispositifs sonores portatifs interdits, soit les bruits de casseroles qui accompagnaient les déplacements présidentiels et autres, ou comme on voit aussi trop souvent des périphrases qui permettent de ne pas appeler un agresseur, mais un homme sulfureux. Qu'est-ce qu'on fait de leur substantifique moelle? Mais oui, bien, les mots ne sont pas sacrés. Ils sont kidnappés, les mots, et il faut les récupérer parfois, ou les abandonner, ça dépend. Effectivement, je pense que là, on est en 2025, et on peut arrêter, par exemple, aussi de dire... qu'une victime de viol est digne, se féliciter qu'elle soit digne, parce que évidemment l'indignité est totalement de l'autre côté. C'est pas une victime de viol, on peut pas. Et en même temps, quand bien même on serait victime et indigne, je sais même pas ce que ça veut dire. Quand bien même on serait défaite, quand bien même on serait une très 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 mauvaise victime, avec 1000 guillemets, et bien voilà. Et tu reviens d'ailleurs, tu le disais souvent à l'origine des mots. Oui, parce que je crois que c'est là que c'est là qu'on peut commencer à effectivement à voir comment le mot est kidnappé parfois. Et tu t'interroges aussi d'ailleurs même sur le mot de féminisme, de féministe, ou en tout cas dans ce que je vais appeler, périphrase, ton entrée dans la secte. Oui, parce que effectivement, parce que je suis pas. Moi, j'ai le sentiment, et c'est peut-être très commun, que j'ai pas choisi à un moment donné. Je me suis pas mis à lire des essais que j'ai lus bien plus tard, mais c'est que ça s'est imposé à moi. C'est-à-dire que c'est le monde tel qu'il est organisé qui a fait que je me suis interrogée sur ce à quoi j'avais droit, et apparemment que je n'aurais peut-être pas si je m'organisais pas collectivement. Et je suis devenue féministe parce que j'avais pas le choix. C'était pas un luxe. Et c'est assez vertigineux d'ailleurs quand on lit le livre sur toute la longueur de constater comment certains textes se font écho, voire la récurrence de certains motifs dont par ailleurs on se passerait volontiers. Par exemple, mars 2022, il y a tout un passage sur ce qu'on appelle le backlash sur les mouvements, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'au bout d'une certaine durée d'un cycle, il y a un moment où ça se retourne contre les intéressés et que ça siffle la fin de la récré. Quasi 3 ans après avoir couché ces mots sur le papier, est-ce que tu as l'impression que la récré est finie ou est-ce qu'on a encore un petit peu de répit? Je pense que ce que j'ai imaginé être le backlash au début de cette vague de féminisme qu'on a tant souhaité et pour laquelle il y a eu tellement de mouvements, MeToo, etc. Eh ben, on est au-delà du backlash. Là, moi, j'ai l'impression que c'est une guerre, en fait. Et c'est pas exagéré. Je pense même aux phrases. On a des masculinistes qui sont des hommes très puissants. Dans la société, Zuckerberg, Elon Musk, Trump, etc., etc. On a un président qui a défendu Depardieu, etc. Donc, plus que jamais, il faut tenir. Là, je pense qu'il s'agit d'être bien, bien au fait avec ce qu'il y a en face. Non, c'était pas une récré, mais je veux dire clairement, ça fait que commencer. Non, mais quand je parle d'écho, par exemple, septembre 2024, sur le procès des viols de Mazan, il y a un super beau texte sur Gisèle Pellicot. Et à propos de l'inversion des responsabilités, tu écris « Et on a été élevé à les écouter, à les comprendre, même toutes les raisons pour lesquelles on aura été brisé, bousillé. On a été bien entraîné, rompu à faire plaisir, à satisfaire, à plaire, mais jamais assez. » Oui, parce que j'ai vraiment l'impression, à force de lire des réponses ou d'agresseurs, en fait, mais quand on lit absolument toutes les histoires, c'est que
quelles que soient les affaires, on connaît ses réponses en fait. Il y a la décrédibilisation de la personne, c'est-à-dire soit elle est folle, soit elle ment, je veux dire, c'est très très peu inattendu. Donc en fait, on les connaît et effectivement, je pense que ce qui est à interroger, c'est la façon dont les femmes sont beaucoup trop courageuses. C'est quelque chose qui m'obsède, mais je veux dire, quand on célèbre le courage des femmes, c'est un compliment terrible. Bien sûr. Ça veut dire, tu peux continuer à encaisser. Bah oui, parce que c'est une forme de, Tu es de résistance de du corps et du... résilience, Ouais, machin. bien sûr. Et donc, effectivement, je pense que oui, bien sûr, socialement, on a été très entraînés à comprendre ce qui nous détruit. Ce qui, à mon avis, il faut arrêter d'aller dans cette rue, c'est l'impasse. Oui, c'est ça. Non, mais puis en plus, il y a une différence C'est entre horrible. le constat et l'action qui en Mais découle, oui, des faits, ouais. derrière. Et puis peut-être qu'il ne faut pas comprendre parfois. Oui, et puis qui ne peut pas incomber ou ne peser que sur les épaules des femmes. Ah non. Voilà. Non. On poursuit la conversation. Nouveau titre, j'ai choisi Sinéad O'Connor, Nothing Compares to You. Le score sur Nova, sur Radio Nova. Avec Charline Roux. Sinéad O'Connor sur Nova et Sinéad O'Connor dans Il n'a jamais été trop tard de Lola Lafont, puisque tu reviens au chapitre août 2023 à la disparition de cette chanteuse et de ce que ça t'a évoqué. C'est un texte que je trouve aussi magnifique qu'extrêmement violent. Est-ce que tu peux, toi, en tes mots, raconter ce qui s'est passé et le souvenir que tu en as? Je crois que Sinéad O'Connor a été la première pop star à dénoncer les violences sexuelles sur mineurs commises par l'Église. Je crois qu'il n'y a pas d'autres personnes avant elle. Et au moment, elle va déchirer une photo de Jean-Paul II en direct à la télé américaine. Ouais. Et à partir de là, elle va subir un backlash pour le coup et une violence médiatique inimaginable, enfin très imaginable parce que on sait maintenant comment ça se passe. Bien sûr. Mais surtout, il va y avoir un concert en hommage à Bob Dylan au Madison Square Garden où toute la foule se met à la huer pendant des très longues minutes. Et moi, j'ai voulu raconter ça, cette façon qu'elle a de se tenir face à la meute. C'est la meute, vraiment, ils sont dans le noir, ils la huent. Et la façon dont... Ah là là, c'est... Elle me fait frissonner parce que elle écoute très calmement et puis elle recommence, elle repart et elle leur chante a cappella War de Bob Marley en changeant les paroles et en parlant d'abus sexuels sur mineurs. Oui, c'est-à-dire qu'elle a toute une foule qui est contre elle. Ouais. La seule personne qui est vaguement alliée, c'est Chris Christopherson, qui vient et qui d'ailleurs la récupère en sortie de scène. Oui. Mais en dehors de ça, il n'y a pas un mouvement, en fait. Il n'y a rien. C'est montrer la solitude de cette femme, en fait. Les chanteurs sont en coulisses. Alors, quand je disais que ça a évoqué chez moi une forme de conversation ou de dialogue engagé, moi, je me suis vraiment posé la question, prendre la parole, est-ce qu'il faut qu'on le fasse de manière systématique ? C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Maintenant, c'est devenu une vraie question. Effectivement, je crois qu'il faut faire ça comme un sport de combat. C'est-à-dire que, ou comme un sport de combat, on s'assure qu'il n'y a pas, que le danger n'est pas énorme, qu'on ne va pas se faire démolir. Je pense qu'il faut être avec des alliés. Oui, je pense que la notion d'allié, elle est devenue, elle a toujours été essentielle, mais maintenant, je veux dire, il ne faut pas aller au front toute seule. Ouais. Non. Le livre questionne les mots, leur sens, et je me suis aussi dit que il était question dans ce livre, alors non pas que du tien, mais du regard et du regard global qu'on porte sur les gens qui nous entourent. Par exemple, à février 2022, tu t'adresses à une madame, cette femme en difficulté qu'on croise tous les jours et qui en réalité nous gêne. Son apparence n'est pas conforme à celle qu'on se fait d'une femme en difficulté. Et tu fais un chapitre sur la hiérarchisation, l'ubérisation, disons-le clairement, en fait. Ouais. C'est une femme donc sans domicile fixe, comme on dit, que je croisais tous les jours, jeune, et elle avait ça de particulier que ses cheveux étaient teints en platine. Et j'ai commencé à réfléchir à ce que ça évoquait, enfin à ce que ça me renvoyait, c'est-à-dire et à tout le monde. Je voyais parce que je suis restée un moment, puis je la voyais, c'était devant un arrêt de bus, donc je passais du temps. Et en fait, le fait qu'elle soit teinte, on sentait que ce qui te vient à l'esprit, c'est « Ah ben d'accord, elle a l'argent de se teindre les cheveux ». Et que donc, on se transforme. Comment on va faire pour ne pas devenir inhumain ? Pour moi, c'est ça la question. Comment on va faire pour ne pas juger de ce que font les gens, de leur corps, de leurs cheveux, même s'ils sont dans la rue. Comment on va faire pour ne pas devenir, moi, ce que j'appelle les casting directeurs de la misère, quoi. De déterminer qui mérite la petite pièce ou pas. Mais on est forcé on est vraiment entraîné sur cette pente. Et quand je dis on, je m'inclus.
Non, mais c'est le même principe que la bonne victime ou la mauvaise Ah, victime. mais c'est ça, c'est-à-dire que il faut avoir les hiérarchies. Et le physique de l'emploi, Il c'est faut quand le même physique de complètement l'emploi. absurde Ouais, c'est vrai. sur certaines questions. C'est vrai. Il y a une autre entrée qui, moi, m'a directement intéressée. C'est le chapitre en juin, me semble-t-il. Faudrait-il songer à mettre à l'honneur une pratique amateur de la maternité ? Amateur dans le sens de celui qui aime, qui apprécie. Là, il est clairement question d'injonction et de la manière dont vivent les femmes qui ont choisi, je mets des guillemets, ça ne se voit pas à la radio, d'avoir des enfants, en fait. Ouais. Bah j'ai peut-être une position un peu particulière dans le sens où moi, je n'ai pas d'enfants, mais où toutes mes copines, mes amies autour de moi en ont, et que donc je suis dans une empathie totale avec à la fois les mères et à la fois les enfants que je connais. Bien sûr. Et effectivement, je trouve cette exigence qui serait celle qu'il va falloir produire un enfant conforme, un enfant qui réussira, qui aura la bonne école, les bons loisirs aussi. Et tout me semble terrifiante pour les parents, mais pour les enfants aussi. Et il y a vraiment une professionnalisation, en fait. Ouais. On est bon, on n'est pas bon. Donc oui, je trouve que c'est très beau l'amateurisme, en fait, qu'il faut le réhabiliter en général, le fait de faire quelque chose parce qu'on aime ça. Ouais. Et qu'on n'est pas pro. Autre question que je me suis posée en te lisant, la colère, qu'en faire ? Parce que c'est un étonnant phénomène. Quand une femme est en colère, ça lui est reproché. Quand une autrice en colère semble l'être moins, en réfléchissant sur la société par exemple, ça lui est reproché. Est-ce que les femmes ont décidément un comportement tout à fait inadéquat tout le temps ? C'est fou. C'est compliqué parce que moi je pense que la colère, évidemment la colère, je pense que c'est dans la vie, je suis très souvent en colère. Quand j'écris avec des gens. C'est-à-dire que j'écris avec, je sais pas comment on peut dire, mais c'est-à-dire c'est pas mon journal intime ça. C'est une conversation comme tu disais. Donc ma colère, mon opinion, j'ai envie de dire tout le monde s'en fiche un peu. S'il s'agit de faire une conversation, il s'agit d'échanger. Et le fait est, c'est qu'on est arrivé à un moment qui est très différent d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, c'est que l'émotion qui prédomine dans le débat public, c'est une sorte de hargne, de rage, de fureur. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que quand on écrit, on rajoute quelque chose au monde, dans le meilleur des cas, et peut-être que c'est le moment de rajouter autre chose aussi que de la colère. En fait, c'est pas du tout un apaisement, ni tout va bien, etc. Mais c'est qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ce qui nous vrille, à part être en colère ? C'est question. Vrai. Mais j'ai pas la réponse. On n'est jamais à la bonne place. Oui, bien sûr. Après, moi, j'ai toujours l'impression que la colère est plus facilement reprochée aux femmes. Ah mais oui, mais bien sûr. Aux hommes. Mais bien sûr. Encore un domaine sur lequel ah mais oui, l'égalité c'est n'est pas... jamais de toute façon. C'est comme être dans une discussion animée et que quelqu'un te dise, souvent un homme te dise, mais ne t'énerve pas. Ça me rend dingue. Ce qui est en plus généralement le meilleur moyen pour faire passer un cran. De hurler, mais je ne m'énerve pas. Exactement. Histoire de se calmer, car j'ai ouï dire que c'était une excellente chanson de piscine. Missy Elliott, Get Your Freak On. Mais oui, quelle belle chanson. Le score sur Radio Nova. Missy Elliott sur Nova, Get Your Freak On. Est-ce que le titre fait toujours effet sur Lola Lafont ? Telle est la question. Ah oui, toujours. Ouais. Je repars exactement dans le même état. C'est ça que j'adore aussi avec les chansons. C'est à quel point ça vient dans le corps. Ouais. C'est-à-dire que là, tout de suite, ça remet le même désir de danser. C'est la danseuse qui parle en même temps. Mais peut-être, ouais. Non, et moi j'aime assez le message aussi, le Get Your Freak On. Laisse aller le. Je vais très mal traduire, laisse aller la zinzin qui est en toi. Voilà, je trouve que une revendication comme une autre. On continue de parler de ton dernier livre et je voudrais revenir, tu l'as abordé tout à l'heure, mais sur une notion qui me semble extrêmement importante. Je vais te lire littéralement. Mon vœu est qu'on arrête de célébrer la force et le courage des femmes, qu'en 2024, on leur accorde la possibilité de ne pas être formidables, de ne plus être courageuses, qu'on cesse enfin de glorifier leur capacité à encaisser. Tu te méfies de cette célébration comme tu te méfies du mot résilience. Oui, parce que vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un cadeau empoisonné. Ça ressemble à une petite boîte maléfique quand même. Ouais. Parce que quand on n'arrête pas de dire que quelqu'un est courageux, on dit bien, on reconnaît qu'il ou elle encaisse. Donc, se féliciter que quelqu'un encaisse bien et prenne bien les coups, c'est pas un bon signe. Avoir le droit de s'effondrer, avoir le droit de ne pas, je dirais même que c'est un peu comme
s'en sortir ou pas, par exemple. Cette Ouais. histoire de on célèbre les femmes qui s'en sortent bien après une agression, etc. Mais on peut aussi ne pas s'en sortir tout de suite. On peut mettre des années, on peut ne pas savoir comment faire. Et ça, vraiment, il faut arrêter de faire la course à la résilience. Ouais. La résilience, c'est aussi ce truc qui dit remets-toi en selle très vite. Pour moi, il y a un côté très libéral, en fait. Ouais. Là-dedans. Ah oui. Et puis au-delà de la pression, enfin ceci dit, c'en est une autre. C'est encore une fois, moi je trouve la course à l'excellence. Mais oui. On a le droit d'être médiocre en fait. Oui, On a le bien droit sûr. de pas avoir envie de réussir, d'être formidable, Mais évidemment. d'être une boss, d'être une. Enfin Ah voilà, oui, il y a aussi mais c'est quelque chose de cet ordre-là. C'est vrai que c'est vraiment une question du mot quand le mot puissance est apparu Oui, exactement. dans le féminisme, c'est-à-dire que je me suis dit mais alors attends, on va célébrer ce qui nous semblait le plus toxique dans la masculinité, Ouais. en fait, de vouloir vaincre, de vouloir gagner. Non, mais en fait, tout le monde ne rêve pas de gagner quelque chose. Non, Non. on peut être ordinaire et être super. Mais bien sûr. Et puis je sais Voilà. même pas ce que ça veut dire ordinaire. Bah, voilà. C'est ça le truc aussi. Ouais. C'est ouais. C'est pas une ambition Là, nécessairement. on peut exister. Et alors, je voudrais que tu explicites une théorie que j'ai trouvée absolument formidable, que tu as appelée la théorie du gremlin, qui a à voir avec la pratique des réseaux sociaux aussi. Oui, c'est Ouais. à un moment donné où je me souvenais de ce film qui Ouais. m'avait fait très très peur. J'ai un souvenir terrorisé de ce film. Et je me souvenais qu'il y avait des règles qu'il fallait respecter et que dans tous les... C'est comme un conte initiatique, c'est-à-dire il Ouais. ne faut pas le nourrir après minuit, il ne faut pas le mouiller, etc. Et que nous, clairement, je dis nous, moi, etc., quand on va sur les réseaux sociaux, en tout cas, on fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on se nourrit, on se gorge Ouais. de ce qui nous fait mal, voire de ce qui nous rend odieux, il faut quand même le dire, jaloux, je sais pas, les trucs les plus... Ouais, bien sûr. les plus On nourrit le troll. ouais, on nourrit Et le même troll notre en soi, propre on troll. nourrit notre Exactement, propre troll. ouais. Et effectivement, il faut peut-être respecter comment faire pour devenir un peu plus grand, en fait. C'est la Mhm. question humainement, je veux dire. Comment faire pour ne pas sombrer complètement dans ce qui nous est proposé. On en revient peut-être aussi au principe que tu expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le moment où les alliés sont importants. Ouais. Et tu parles très joliment aussi du fait qu'on n'est plus trop capable de redevenir nous, Ouais. en opposition au jeu. Bah, c'est vrai que ça fait quelques années que, objectivement, même en politique et dans les mouvements alternatifs, pareil, et dans le féminisme, on n'est plus dans des mouvements collectifs qui n'ont pas, comment dire, où on dit un nous. Ils sont représentés par des figures qui sont très valeureuses, par ailleurs. Hein. Des femmes, des hommes qui se mettent, qui deviennent, qui incarnent des mouvements. C'est très dangereux de faire reposer une lutte, une idéologie sur une personne parce qu'elle a ses limites et que donc au moment où elle sera faillible, l'idéologie va en prendre un coup. Et puis aussi, ça questionne la notion de collectif. Moi, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en dehors du collectif. Et donc, je crois qu'il faut revenir à des idées, à des utopies qui ne sont pas incarnées par des visages, mais par l'idée, en fait. Une dernière petite pause publicitaire et puis on repart sur notre conversation dans un instant. Le score sur Nova. Charline Roux. Nova. Toujours en compagnie de Lola Lafont, on a longuement discuté d'Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock. Et je vais me permettre un petit hors-sujet. Il y a un extrait que j'aimerais assez te faire commenter, enfin écouter d'abord et commenter ensuite. This was Sally Bowles in the early 30s, Oh, well, I dash all day and I work late at the cabaret. full of life I love parties. Doesn't my body drive you wild with desire? and love. Oh, Brad. A special girl. I'm going to be a great film star. That is, if booze and sex don't get me first. On the brink of something fantastic. I mean, it would be funny, wouldn't it, if he asked me to become the next Baroness von Hoyne in Regensburg? Cabaret, Bob Fosse, 1972, Sally Bowles, alias Lisa Minnelli. En me replongeant dans tes interviews, alors voilà un motif récurrent dans les entretiens. Voilà une personne qui revient souvent et un film qui revient souvent. C'est vrai ? Ouais. Alors ça, c'est génial parce que je me rends même pas compte. J'adore ce film. Bah oui, mais J'adore ce film et qui plus est, je m'aperçois, je le regarde régulièrement, je crois. Je crois qu'avec mes amis, on a prévu une rediffusion très prochainement. Et il y a toujours quelque chose que j'ai raté.
il y a ce plan très célèbre et extraordinaire d'une chorale d'enfants très belle, un chant très beau. Et puis, on va comprendre que ce sont des jeunes nazis qui chantent. Et le chant est hyper pur et hyper séduisant. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très intéressant pour ce qu'on est en train de vivre. D'aller interroger peu à peu l'image qui nous est proposée de tout un système. Et je pense vraiment à ce qu'on a appelé les géants de la tech. Déjà, il y avait un problème. Parce que quand on érige des gens comme ça en géants, ça part pas très, très bien. Et là, l'image est en train de se préciser, en fait, de l'idéologie qu'il y a derrière. Est-ce qu'on va être capable de la regarder vraiment bien, l'image ? Est-ce qu'on va être capable de les déboulonner ? Mais vraiment. On parlait de réussite. Qu'est-ce qu'ils ont réussi finalement ? À faire un salut nazi en public et à dire ensuite que c'était un salut romain. C'était possible. Mais non, en fait, vous êtes complètement obsédés. C'est très intéressant, c'est à nous. Ça nous appartient maintenant de reprendre ce récit. Je note que, y compris dans le livre, tu t'appuies aussi beaucoup sur des fictions, qu'elles soient séries, cinéma. Par exemple, tu cites le discours de Cate Blanchett, qui était aux Golden Globes, sur la hiérarchisation, etc. Tu t'appuies aussi un moment sur La Nuit du 12, le film de Dominique Moll. Tu cites Sambre, la série de Jean-Xavier de l'Estrade. C'est aussi un point d'appui important dans ton travail ? Très. Toutes les fictions. Moi, j'ai l'impression qu'on est entouré d'histoires de toute façon. C'est-à-dire que même la politique, ce qui passe devant nous, ce à quoi on assiste, ce sont des histoires au sens où il y a vraiment une narration. Et que pour moi, la grande question, c'est quelle place on va prendre dans tout ça. C'est-à-dire que on est parfois dans cette position de spectateur impuissant. C'est comme si on était... Moi, j'ai cette sensation, par exemple, que comme on est hyper informé, depuis des décennies, c'est comme si on avait assisté à tous les massacres du monde, mais depuis notre canapé. Et qu'on était gorgé d'images terribles. Et que plus on en voit et moins on arrive à réagir finalement. C'est pas plus on en voit et plus on peut. C'est pas ça qui se passe. Donc, c'est important de se demander quel rôle on va tenir dans tout ça, parce qu'il y en a un à prendre qui est peut-être celui de témoin, peut-être celui de... Il y a beaucoup d'autres choses que le spectateur... sidéré. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'au moment où tu as démarré, j'imagine, les chroniques pour Libé, tu disais ne pas être en capacité de produire de la fiction ? Oui, il y avait quelque chose. Un blocage. Je ne sais pas si c'était vraiment un blocage, c'était après la sortie de Quand tu écouteras cette chanson, où j'ai eu le sentiment que c'était pas fini. Moi, je travaille beaucoup par trilogie, j'ai remarqué, et du coup, cette idée de questionner ce que l'histoire nous fait. L'histoire avec un grand H, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Parce qu'il n'y a pas d'un côté notre vraie vie et puis de l'autre des actualités dont on n'a rien à faire. En réalité, tout ça agit sur nous. Qu'on le veuille ou non, c'est terrible, mais quand Béraud dit submersion migratoire, ça agit sur nous. Ça agit. Il y a un sentiment, alors que ça soit le dégoût, ce qu'on imagine être de l'indifférence, même si on se dit j'y suis indifférent, mais en fait non. C'est encore une fois quelque chose qui vient nous noyer, en fait, pour le coup, c'est une idéologie qui essaye de, je sais pas, qui est poisseuse et voilà, il faut pas être contaminé. C'est un travail de pas être contaminé parfois. Hein. Pour remettre un petit peu de beauté, je propose, en dernier titre, avant de te laisser la main et d'établir ta sélection, Nina Simone, Like Wine. Ah là là. Le score sur Nova, sur Radio Nova. I think I'm going to fall. Oh, fucking hell. Nina Simone, Lie Like Wine. C'était pour voir si ça avait un quelconque effet sur Lola Lafont. J'ai l'impression que oui, ça marche relativement bien. Ah oui, ça marche toujours bien. Elle est. Alors c'est drôle parce qu'on voit la une encore une fois qui est implacable, en même temps d'être déchirante. Mais elle est implacable. Par Jeff Buckley, elle marche bien aussi. Par Jeff Buckley, c'est un peu la grosse chialance quand même. C'est ça. C'est la fameuse playlist dont on parlait en début d'émission. Je ne vais pas bien, je ne vais pas aller mieux tout de suite. C'est l'Exomile. Je vois très bien. Avant de te laisser jouer les programmatrices, ceux dans les playlists de Nova, il y a un autre passage imposé dans cette émission, un moment impitoyable, c'est-à-dire une rafale de questions sur la musique. Kelly a des souvenirs, hein, pas du tout. Je m'assois très bien. Pas de réflexion pour toi, et moi, j'ai pas le droit de te demander de justifier tes réponses. D'accord, voilà. Je dois répondre à tout. Allez, je te donne un joker si vraiment ça marche pas. Est-ce que tu es prête ? Oui. Le titre qui symbolise le mieux l'enfance ?
Jodassin. Laquelle? Je pense Champs-Élysées, parce que j'habitais pas en France et que donc ça me donnait une idée de la France. J'habitais en Roumanie, c'était très exotique pour moi. Très bien. Le titre qui symbolise le mieux l'adolescence? Alors là, sans hésitation, Patti Smith, que j'ai découvert tardivement, parce que c'était déjà un peu passé, mais elle est celle qui m'a éveillée à la poésie, puisqu'elle louait Rimbaud. Et voilà, comment on accède. Des fois, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter quand on a des enfants qui ne lisent pas, parce qu'on ne sait pas comment on va finir par être sensible au texte. Moi, c'était pareil. Très bien. Ta chanson de karaoké? Ma chanson de karaoké, mais si je fais pas de karaoké, mais si j'en ai déjà fait une fois. Ou de douche. Oh là là, ouais. Beaucoup de comédie musicale, du coup, cabaret, pas mal. Très bien. Le titre qu'on serait peut-être surpris de trouver dans tes playlists? Ah, je pense que là, je fais fort, je pense qu'on serait pas... Non, alors j'allais dire, on serait pas surpris, donc ça marche pas. Je sais pas, il y en a plein, en fait. Déjà, on parlait de Sean Paul, peut-être qu'on serait surpris de trouver Sean Paul, et pourtant, il est bien là. Ouais. Alors, du coup, ça m'emmène directement à la question d'après. Le titre qui te propulse immédiatement sur la piste de danse? Bon, je vais arrêter avec lui, ça va aller. Beyoncé, immédiatement, et Destiny's Child. Très bien. Et le titre qui t'en fait immédiatement sortir? Ah là là, j'ai une bonne liste. Alors, toute la série des trucs... Mets de l'huile, Danse des canards, toute la trilogie de la chanson festive. Ouais, la chanson festive, et même, j'avoue, là, le rock festif me fait... je suis assise très très bien dans mon canapé, je bouge sous aucun prétexte. Le mot festif. C'est ça, je comprends. L'injonction à être festif. Sois heureux. Ouais, exactement. Ta chanson de comédie musicale préférée? Ah là là. Partiellement répondu. J'aime énormément Grease. Et There was worse things I could do. Très belle. Très bien. Le titre que tu as le plus écouté ces derniers jours? Ces derniers jours, j'ai beaucoup écouté Dao, que j'aime depuis toujours. Et j'ai beaucoup réécouté Dao, Très bien. Le Phare. Très bon choix. Très bon. Et la chanson dont tu as un mal de chien à te débarrasser une fois que tu l'as en tête? Tu sais, ces petites ritournelles pénibles. Mais non, mais, oui. mais le fait d'en parler, je déteste les gens qui me la chantent. Ouais. Voilà. Donc, la compagnie créole. Ok. Au bal masqué. Ouais. Et voilà, c'est parti. Et allez, jusqu'à demain matin. Jusqu'à demain matin. Merci beaucoup. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir de partager ce moment. Je rappelle que ton dernier livre, Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock, et que tu participes, je le disais, au Festival de littérature contemporaine Effraction. C'est à l'initiative de la Bibliothèque publique d'information. Ce sera du 12 au 16 février dans plusieurs lieux culturels parisiens, le Centre Pompidou, le Centre Wallonie-Bruxelles, la Médiathèque François Sagan, la Maison de la Poésie, la BPI, entre autres invités Juliette Drouard, Fabrice Arfi, Vanessa Springora, Mathieu Palin. Toutes les infos, c'est sur effraction.bpi.fr et c'est en partenariat avec Nova. Et dernière mission qui t'incombe, la sélection musicale. Tu as décidé de commencer avec Bill Withers. Lean on Me. Pourquoi lui? Oh, mais parce que c'est un album magnifique. Je l'ai eu en CD et je crois que ça m'a... Je sais pas, c'est vraiment... c'est une voix qui me bouleverse. Ouais. On a vraiment envie d'aller s'appuyer sur son épaule. On a vraiment envie de le croire. Ouais. No guitars. Le score. No stop. Sur Radio Nova. No fun. No fun. No fun. No fun. No fun. Nova. Théodora pour clore le score. Voilà, ce sera la découverte du jour pour Lola Lafont. Oui. Il n'a jamais été trop tard pour découvrir des chanteuses. Voilà, pour clore. Et rappeler le titre du livre, Il n'a jamais été trop tard, paru chez Stock. Merci mille fois, Lola, d'être passée par ce studio. Et il est 20h, il est temps de retrouver David Blo et le Nova Club. Le score sur Radio Nova. À retrouver en podcast sur nova.fr.